Bonsoir, bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Un débat sans vote au Parlement sur les probables frappes aériennes en Syrie. Manuel Valls à l'Assemblée et Laurent Fabius au Sénat ont insisté sur la participation de la France en rejetant tout compromis avec Bachar el-Assad. Et sur le terrain, Daesh progresse très rapidement. Alors comment expliquer une telle emprise? Qui sont ceux qui jouent encore un jeu double et trouble? Toutes les questions ce soir lors de notre grand débat du mardi. Et sur le sujet lié, bien sûr, qui est celui des réfugiés, l'Europe offre le visage de l'impréparation et de la confusion. Une cacophonie que l'on retrouve aussi au sein des différents partis politiques des pays européens. C'est le cas notamment en France. Cette situation exceptionnelle révèle ainsi les fractures récurrentes, notamment à droite. Dans l'actualité ce soir, le Sénat modifie la loi Evin en introduisant une distinction entre la publicité sur les boissons alcoolisées et l'information sur l'alcool. Cet amendement polémique a été adopté contre l'avis du gouvernement. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Le gouvernement a donc défendu bien sûr l'engagement des forces aériennes françaises en Syrie. Manuel Valls à l'Assemblée et Laurent Fabius au Sénat ont insisté sur les choix des cibles et ils ont exclu tout compromis, tout accord avec Bachar el-Assad. Flora Sauvage. Pas question d'intervenir sur le sol syrien. Cet après-midi, députés et sénateurs ont débattu sans voter de l'engagement militaire français en Syrie, après l'annonce hier par François Hollande de frappes aériennes contre le groupe État islamique. Et la question de l'intervention terrestre est au centre des débats. Toute intervention au sol, de notre part ou occidentale, je cite ces termes, serait inconséquente et irréaliste. D'ailleurs, aucun de nos partenaires ne l'envisage. Mais si une coalition de pays de la région se formait pour aller libérer la Syrie de la tyrannie de Daesh, alors ce serait un contexte différent et ces pays auraient le soutien de la France. Jusqu'à présent, la France avait refusé d'intervenir militairement, mais depuis une semaine, l'armée française survole la Syrie. Fallait-il rester les bras ballants? Et est-ce de notre part un changement de cap? Non. La France veut à la fois l'élimination politique de M. Assad et la destruction de Daesh, qui est une entreprise d'éradication ethnique et religieuse. À droite, l'intervention militaire ne fait pas l'unanimité. Intervenir comment et jusqu'où? Intervenir comment? Il faut guider les frappes. Et cela ne se fait pas seulement par des radars et par des satellites. Je souscris pleinement à la décision de ne pas envoyer de troupes françaises sur le terrain. Quels seraient en effet nos points d'appui? Les combattants kurdes, les soldats de l'armée irakienne, les opposants syriens modérés? Sachons clairement tirer les leçons de l'intervention américaine en Irak. Le survol de la Syrie par l'armée française pourrait durer plusieurs semaines. En 4 ans, la guerre a fait 250 000 morts et provoqué l'exil de 4 millions de Syriens. Et j'ajoute que vous pourrez suivre l'intégralité de ce débat au Sénat demain matin à partir de 10h30 sur notre antenne. Le défi des réfugiés et des migrants, véritable révélateur des fractures au sein de l'Europe. Au lendemain du Conseil européen, les différents pays de l'UE offrent le visage de la division et de l'impréparation. Louis Sibylle. Ils sont maintenant plus de 500 000 migrants à tenter de rejoindre l'Europe, selon l'agence européenne en charge des frontières. C'est 2 fois plus qu'en 2014. Face à l'afflux des réfugiés, ce soir l'Europe est plus que jamais divisée sur l'idée d'imposer des quotas aux États membres. Je pense qu'il doit y avoir une répartition juste de l'effort. On ne peut pas avoir non plus des pays de l'Europe de l'Est qui ont profité un moment de la solidarité européenne et qui disent aujourd'hui, nous c'est non et c'est juste non. On nous a parlé ce matin de plusieurs centaines de mille qui sont déjà en route, mais on parle de 1 à 2 millions qui s'apprêtent à venir. Donc si vous voulez, ce problème est un problème qui est très compliqué, qui ne doit pas être décidé par un biais de compensation de petits pays. Je ne vois pas du reste sur quelle base ils paieraient. Hier soir, les 28 États membres de l'Union ne sont pas parvenus à un accord sur la répartition contraignante de 120 000 réfugiés. Entre autres, la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou encore la Slovaquie ne jouent pas le jeu de la solidarité. Pour les contraindre, le ministre allemand de l'Intérieur a soumis l'idée de sanctions financières, une idée balayée par la chancelière quelques heures plus tard. Je crois que nous devons réussir à créer de nouveau un esprit européen,
Mais j'espère que cela ne passera pas par des menaces. Cela fait maintenant plusieurs mois que la Commission européenne tente de vouloir imposer la logique des quotas, sans résultat. Une réunion des chefs d'État des 28 États membres doit avoir lieu début octobre. Face à l'urgence, Berlin et Vienne veulent avancer la date à la semaine prochaine. Et dans l'actualité ce soir, je vous le disais en titre, le Sénat modifie la loi Evin en introduisant une distinction entre la publicité sur les boissons alcoolisées et l'information sur l'alcool, notamment les vins. Alors cet amendement polémique a été adopté contre l'avis du gouvernement ce soir. Et dans le cadre de ce projet de loi santé débattu en ce moment, on va s'arrêter ce soir sur les déserts médicaux qui ne concernent pas seulement les zones rurales, vous allez le voir, mais de plus en plus les villes. C'est un reportage de Pauline Dame. Maison de santé des Chênes, bonjour. 8 h du matin et déjà les premiers appels. C'est déjà complet, madame. Pas le temps de traîner pour Sandra Belloetto. Alors je viens vous voir pour une crise d'asthme. D'accord. Je vais vous examiner. On est à plus de 35 patients par jour. Ici, pas de frais de loyer ni de secrétariat. 11,7. Une aubaine pour cette jeune médecin généraliste, autrefois remplaçant dans un cabinet médical. Ça nous permet de vraiment avoir la consultation vraiment médicale et d'éviter un peu tout le côté administratif du secrétariat. 2 généralistes, 2 infirmiers, une sage-femme et un kiné y exercent aujourd'hui. Une mise en réseau qui simplifie le quotidien. L'avantage principal, c'est justement de partager le dossier médical, d'avoir les spécialistes qui sont beaucoup plus accessibles. En contrepartie, le médecin s'engage à ne pas faire de dépassement d'honoraires et à soigner tous les patients qui relèvent de la CMU. Un soulagement pour les habitants d'Hermont et des communes voisines. Des fois, on restait 3-4 heures dans un médecin pour avoir notre place parce que tellement ils étaient chargés. Et on vient ici, on est tout de suite servi. C'est quand même à côté de chez nous. Il y a beaucoup de corps de métier de médecins. C'est vrai que moi, je pense que c'est avantageux. Un dispositif lancé il y a 1 an et demi par le sénateur-maire Hugues Portelli en réponse à la désertification médicale. Un quartier comme ça, qui fait 6 000 habitants, n'avait pas un médecin. La première solution, c'est de faire des kilomètres pour en trouver un. Et puis la deuxième solution, c'est de ne pas aller se soigner. Il fallait à tout prix rétablir une présence médicale sur la ville. Investissement total, 600 000 €. Et la commune ne s'arrête pas là. En mai dernier, une seconde maison de santé a ouvert ses portes dans le quartier voisin des Espérances. La suite du 22 h, dans un instant, c'est le grand débat du mardi. Mais d'abord, à suivre tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité en France et dans le monde. C'est le tour de l'info. Il est signé ce soir, Samia Dechir. Deuxième mise en examen pour Bastien Millot dans l'affaire Big Malion. Il est soupçonné de financement illégal de campagne électorale, celle de Nicolas Sarkozy en 2012. Les juges enquêtent sur un présumé système de fausses factures mis en place par Big Malion et l'UMP pour masquer les dépassements des dépenses de campagne. Bastien Millot a toujours nié être au courant des fraudes. Le groupe écologiste à l'Assemblée nationale survit à ses divisions. Un groupe dont l'avenir était menacé depuis que l'un de ses coprésidents, François de Rugy, avait quitté EELV. L'unité est sauvée pour l'instant, mais certains réclament maintenant une présidence unique et non plus à 2 têtes. Au Sénat, en revanche, le groupe se déchire. Là aussi, le président Jean-Vincent Placé a rendu sa carte du parti. Au terme d'une réunion houleuse, les sénateurs n'ont pas réussi à s'entendre sur la future présidence. Moi, je suis candidat pour présider le groupe dans une forme de gouvernance la plus partagée possible, la plus collective, la plus collaborative. La décision est reportée au 5 octobre. La sécurité sociale restera dans le rouge pendant au moins 5 ans. Dans un rapport publié aujourd'hui, la Cour des comptes estime que le déficit ne pourra pas être comblé avant 2020 au plus tôt. Un déficit qui devrait se stabiliser cette année à 13 milliards d'euros. La Cour des comptes demande plus d'efforts, en particulier à la branche assurance maladie. Ils étaient 2000 à manifester aujourd'hui devant le siège d'Areva.
Des salariés en colère. Le géant du nucléaire prévoit 6 000 suppressions de postes, dont 3 à 4 000 en France. Le groupe déficitaire veut réaliser 1 milliard d'euros d'économies d'ici 2017. Un plan de départ volontaire est prévu, mais il n'est pas à la hauteur pour les syndicats. Ils demandent à l'État de recapitaliser l'entreprise. 5 ans de prison avec sursis. Le verdict est tombé dans le procès de Laurence Naïd Kaouch. Elle était jugée pour le meurtre en 2010 de sa fille, Méline, lourdement handicapée. Elle risquait l'enfermement à perpétuité. Le dessin du jour est signé Willem pour Libération, une caricature du chaos syrien où il sera bien difficile de lancer des frappes aériennes ciblées sur le groupe État islamique. Un débat sans vote au Parlement sur les probables frappes aériennes en Syrie. Manuel Valls à l'Assemblée et Laurent Fabius au Sénat ont insisté sur la participation de la France en rejetant tout compromis, tout accord avec Bachar al-Assad. Et sur le terrain, que se passe-t-il? Daesh progresse très rapidement. Alors comment expliquer une telle emprise? Qui sont ceux qui jouent encore un jeu double et trouble? Toutes les questions ce soir lors de notre grand débat avec nos invités. Nathalie Goulet, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue. Vous êtes sénatrice UDI, vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères. Également, je le précise, présidente de la Commission d'enquête sur les moyens de lutter contre les réseaux djihadistes. Nous accompagne également ce soir Myriam Benrad, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes spécialiste du monde arabe, auteur de ce livre Irak, la revanche de l'histoire de l'occupation étrangère à l'État islamique. Vous êtes aussi politologue au Centre d'études et de recherche internationale, le CIRI. Merci de nous accompagner. Alain Richard, bienvenue et bonsoir. Vous êtes sénateur socialiste et ancien ministre de la Défense. Nous accompagne aussi ce soir le général Dominique Trinquant, bonsoir, expert militaire, ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Alors mesdames, messieurs, je voulais d'abord vous faire réagir, chacun d'entre vous, à la position et à la stratégie de la France telle qu'elle a été explicitée aujourd'hui par le gouvernement. Après les vols de reconnaissance sur la Syrie, il y aura, comme l'a annoncé d'ailleurs le président de la République, très probablement des frappes aériennes en Syrie. Et la France, a dit Manuel Valls, va choisir, Alain Richard, ses cibles, ses objectifs à frapper, tout en évitant d'aider Bachar al-Assad. Alors Alain Richard, mais peut-être d'abord Nathalie Goulet, que pensez-vous de cette politique, de ce réengagement en Syrie et de cette stratégie militaire ? Écoutez, je crois qu'il faut faire quelque chose. Donc chacun s'accorde à dire qu'il faut des frappes, que c'est peut-être pas suffisant, mais que c'est en tous les cas nécessaire. Les Anglais le font, d'autres le font. Je crois qu'il faut en passer par là. Ça vous paraît une décision totalement naturelle? Ça me paraît une décision naturelle. Ce qui aurait été naturel, c'est qu'il y ait une décision au moins européenne sur la question. Mais la politique de défense européenne étant totalement inexistante, la France prend en tous les cas cette décision et je pense que c'est une bonne chose. Alain Richard, est-ce que vous pourriez nous expliciter un point en particulier, puisque la France dit qu'elle va choisir ses cibles, c'est-à-dire? C'est-à-dire que, bien entendu, il y a du renseignement qui est partagé entre les partenaires d'une coalition, mais on préfère toujours, et moi je l'ai vu, vous savez, dans des tas de situations, même de la part de partenaires très proches des États-Unis, quand ils avaient le choix, ils préféraient toujours avoir quand même leurs propres images. Je crois que c'est naturel, quand on doit engager la force, courir des risques. On préfère être absolument sûr de là où on engage l'emploi de la force. Alors, bien entendu, stratégiquement, ce n'est pas une solution définitive, puisque on est face à une guerre civile, avec un État central syrien qui est en recul, qui est affaibli, et dont, en même temps, la direction politique est, on va dire, problématique pour être sobre. Donc, pendant tout un temps, mais Daesh n'avait pas du tout la même importance, la même prise sur le terrain. Il y a 2 ans, pour on vous, considérait... C'est une décision pragmatique qui voilà, tient compte de la réalité du terrain. Qu'il fallait essayer de mettre la pression militaire sur le régime. Aujourd'hui, il est clair que l'objectif prioritaire, l'ennemi principal, comme on dit, c'est Daesh. Général Trinquant, vous êtes d'accord avec Alain Richard? On veut notre propre renseignement, même si, je crois que tout le monde le sait, les Américains sont là depuis plus longtemps, donc on imagine qu'ils ont une masse d'informations beaucoup plus importante que la nôtre en Syrie. Oui, alors ils partagent très certainement l'information avec nous, mais c'est une règle.
de ne frapper que les cibles que nous avons identifiées nous-mêmes, sur lesquelles nous avons des informations. D'où la nécessité d'avoir ces vols de reconnaissance préalables. Je rappelle qu'aujourd'hui, on ne frappe pas en regardant dans son viseur, mais on frappe avec des armements à guidage terminaux qui ont besoin d'éléments très sophistiqués qui leur sont fournis par la reconnaissance nationale. En revanche, nous faisons partie d'une coalition et l'ensemble de ce plan participe de l'opération de la coalition. Il est évident qu'un avion français ne va pas se promener tout seul dans le ciel syrien. Il rentre dans un contexte beaucoup plus global qui est mis en place par la coalition. Mais si on a des cibles privilégiées, est-ce que ces cibles pourraient être des djihadistes français? Alors, la cible, premier point, les cibles, le centre de gravité, ceci a bien été défini par les autorités politiques, c'est Daesh. Essayer de frapper Daesh sans aider le gouvernement syrien. Maintenant, si dans les troupes de Daesh, il y a des Français qui vont combattre là-bas, ils sont à la mauvaise place. Myriam Bedrad, vous avez entendu toutes les voix aujourd'hui. Il y a beaucoup de positions qui affirment que sans intervention au sol, il n'y aura pas d'éradication de Daesh. La France, vous l'avez entendu, exclut cette intervention. Les États-Unis ne bougeront pas. On peut faire le pari avant leur élection. Qui aujourd'hui, qui peut mener au sol, avec les forces armées qu'ils possèdent, cette intervention? Qui? Quel pays? Est-ce qu'on peut les citer, potentiellement? Alors, première chose, les frappes aériennes, on le voit tout de même, au bout d'un an, plus d'un an, ont eu des effets très limités. Alors oui, il y a eu des pertes dans les rangs de l'État islamique, leurs infrastructures, certaines lignes de défense ont été affectées, certains points d'approvisionnement en armes, etc., certaines liaisons entre leurs villes, ce qui était assez important d'un point de vue militaire, mais au-delà de ça, il n'y a pas un récit, si vous voulez, une vérité, parce que ce qu'on a vu aussi de l'aveu même du Pentagone et de la CIA, ces frappes, elles ont aussi entraîné un recrutement beaucoup plus important ça a gonflé à destination les voiles et les rangs de la Syrie et de l'Irak. Donc il n'y a pas une vérité. Du point de vue du terrain, alors quand vous parlez des États, vous mettez à la table un point important. L'autre grand récit autour de cette lutte contre l'État islamique, au-delà des frappes aériennes, ça a été finalement l'idée qu'on pourrait engager les États de la région dans la lutte contre l'État islamique, ce qui était illusoire, je l'avais déjà dit en 2014, parce que d'une part, ces États se livrent des guerres par procuration, des guerres d'hégémonie sur les deux territoires irakiens et syriens. Donc là, on touche à la complexité de la géopolitique arabe, sans compter la Turquie, on l'a vu, qui, sous couvert de lutte contre l'État islamique, en fait, va frapper les positions kurdes. Contre Daesh, il y a 2 frappes contre donc c'est voir le PKK, cynisme. Oui. Et j'en viens à mon dernier point. On voit le cynisme et les calculs de chacun dans cette histoire. Donc, troisième élément, au sol, on a qui? On a en réalité des forces depuis le début. La priorité, elle aurait dû être sur le terrain, sur le local. Ce qui a été d'ailleurs dit par le général Allen, l'émissaire de Barack Obama, qui est un ancien d'Anbar, un ancien adjoint de Petraeus et qui avait des très bons rapports. Qu'est-ce qu'il a dit? Je vais vous dire, il y avait des très bons rapports avec les tribus sunnites qui s'étaient déjà mobilisées contre l'État islamique d'Irak à l'époque, et lui avait dit à Barack Obama très clairement, il faut jouer sur le local et aller donner des armes à ces gens pour créer une mobilisation et pour stopper la progression justement territoriale. Alors, au-delà des tribus, on avait des groupes d'autodéfense, il y avait quand même des gens dans le camp sunnite. Le problème, c'est que rien n'a été fait, ces gens ont été liquidés par centaines par l'État islamique, donc aujourd'hui on a qui? On a des milices chiites, mais qui alimentent elles aussi le discours de l'État islamique. On a une armée irakienne qui est une armée en fait en faillite totale. On va parler de ces différents points. Je vais m'arrêter sur un point essentiel, puisque vous avez dit que ces frappes ont eu que très peu, en tous les cas, d'incidence. Alain Richard, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, a souligné aujourd'hui même, au moment où Manuel Valls parlait, Laurent Fabius, que la progression de Daesh est très importante, qu'il n'y a peut-être plus ce verrou de Damas, qu'il serait aux portes de Damas. Et c'est peut-être là un élément qui peut faire basculer beaucoup de choses sur le terrain. Non, je crois pas. Non? Les Russes ne laisseront pas faire. Oui, c'est bien pour ça que ça peut être un basculement. Non, je ne crois pas. Je crois qu'il y a trop d'intérêt pour que le centre du régime syrien s'effondre. Vous êtes d'accord? Oui. Par ailleurs, quand on essaye d'apprécier la puissance, la capacité d'offensive de Daesh, ils arrivent à recruter des gens fanatisés aux quatre coins de la Terre. Et là où ils dominent, pensez vraiment que les gens sont favorables à leur régime? Ils règnent par la terreur. Donc, c'est tout de même pas une telle puissance. Donc, s'il y a des forces qui acceptent de s'engager au sol auprès du régime syrien, et il est vraisemblable que les Russes y prêteront la main, je ne crois pas que Daesh avancera.
Oui, moi je pense que la situation est excessivement grave. Daesh est aux portes de Damas, est aux portes d'Alep. Et donc c'est une réalité. Oui, les frappes, je suis tout à fait d'accord, les frappes ne peuvent venir qu'en soutien. D'ailleurs, le Premier ministre, je crois, a dit qu'il était prêt à appuyer une coalition au sol. Donc les frappes ne feront pas la bascule. L'arrivée des Russes et de l'équipement russe au profit du gouvernement en place à Damas est un événement important. Le pire n'est jamais sûr. Peut-être ne sont-ils pas arrivés trop tard, et en tout cas, il faut le compter dans l'échiquier. Mais je note simplement que depuis 4 ans, à peu près 4 ans, on a mis tous ces peuples dans la désespérance, et nous voyons aujourd'hui, c'est-à-dire nous les Occidentaux, qui n'avons rien fait. En clair, rien faire est pire que de commettre une erreur qui eût pu être à ce moment-là de bombarder il y a 3 ans. Et ce qui se passe, c'est que nous voyons une foule de réfugiés qui arrivent en ce moment en Europe. Or, je constate le paradoxe, c'est qu'on se demande qui va combattre au sol, alors que dans cette foule de réfugiés, il y a plein de jeunes gens entre 20 et 35 ans qui devraient porter les armes. Mais ils sont désespérés parce que personne ne les a aidés. Personne ne les a aidés au moment où il le fallait à pouvoir lutter. Et aujourd'hui, on est dans un choix absolument dramatique qui est soit Daesh, soit Al-Nosra. Ce qui est quand même quelque chose de catastrophique. Donc je pense que l'inaction, parce que les frappes aériennes, c'est une façon d'être actif tout en étant inactif. Ne nous masquons pas les choses. L'inaction nous a conduit dans la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui, et il faut absolument revoir la stratégie. Je pense que les Russes vont probablement proposer quelque chose. Je ne dis pas que c'est la solution miracle, mais il faut en tenir compte aujourd'hui. Nathalie Goulet, alors on dit qu'il y aurait des manœuvres navales russes au large des côtes libanaises, notamment dans le port de Latakié. C'est pour ça que je disais, est-ce que ça peut constituer un basculement dans cette région? Il va y avoir bientôt une très grande réunion, c'est la 70e Assemblée Générale de l'ONU, où il va y avoir tous les grands dirigeants, notamment Vladimir Poutine, qui prépare, dit-on, un discours sur cette stratégie face à Daesh. Est-ce qu'il est aujourd'hui un élément principal de cet échiquier géopolitique, qu'on le veuille ou non? En tous les cas, il est un élément visible et déterminé, manifestement, parce que de toute façon, c'est un allié essentiel et inconditionnel de Damas depuis toujours, donc il ne va pas laisser son allié sombrer. Ça, c'est une certitude. C'est sa seule motivation? Sauver Bachar? En tous les cas, c'est point en Syrie. Enfin, tous ces alliés, tous ces partenaires politiques sont des dictateurs. Donc il faut qu'ils montrent que, quelle que soit la situation, il ne lâchera pas un de ses alliés. C'est pas la personne d'Assad, je pense, comme qu'il faut nuancer. Les Russes aujourd'hui, moi je pense qu'il y a un plan d'exfiltration d'Assad. Alors parce que ce que les Russes veulent faire, mais d'ailleurs à mon avis il y a des concertations, des discussions en coulisses avec les Américains, même si c'est pas mis en avant. Les Russes veulent maintenir l'infrastructure du régime et ce qu'il reste d'État pour ne pas que Damas s'effondre et que par effet domino le Liban s'effondre et qu'il y ait une contagion plus grande, sans compter les répercussions que ça pourrait avoir sur évidemment leur arrière-cour, le Caucase, etc. Mais du point de vue d'Assad, pourquoi exfiltrer Assad et en quelque sorte lui offrir une sortie honorable? C'est parce que du point de vue symbolique, les Russes se refusent à un lynchage comme celui qui a eu lieu avec Kadhafi et indirectement aussi Est-ce que les Américains et les Français sont prêts à cela? Mais ça, vous parliez des gens qui viendraient au sol ou au soutien. On oublie un peu les Kurdes et on ne parle pas du tout de l'Iran. Or, l'Iran est revenu dans le concert des nations depuis la signature de l'accord sur le nucléaire. Et je pense que là, on tient quand même quelques atouts en main, en tous les cas, de lutte d'influence qui pourrait être positive pour une solution un peu plus pérenne, en tous les cas. Quant au fait de savoir si Daesh avance ou n'avance pas, s'il n'avance pas complètement dans des conditions satisfaisantes ou, comme le disait Alain Richard, en toute hypothèse, c'est dangereux car ça se métastase. Et là aussi, je pense que la dangerosité est avérée, que l'avance est avérée, que des gens terrorisés ne peuvent pas réagir. Donc de toute façon, il va falloir que les grandes puissances s'allient pour essayer de trouver une solution avec les gens qui sont sur le terrain. Les gens sur le terrain sont maintenant les Russes, les Kurdes et les Iraniens. On va parler des Iraniens puisque le président Rouhani va venir en France. Il a une visite qui est prévue en novembre, donc il y aura des discussions peut-être même avant. Alors on va revenir aussi sur la stratégie française autour de ce nœud syrien. Y a-t-il eu une ligne Fabius, dit-on, et une ligne Le Drian? Comment François Hollande a-t-il évolué sur le sujet? On voit tout cela avec Cécile Sixou.
Tirs sur les populations, bombardements, massacres. En 2011, pour réprimer les manifestations populaires dans son pays, Bachar el-Assad utilise la méthode forte. Pour la France, c'est un boucher, un bourreau qui martyrise son peuple. Il faut mettre fin à son régime. Bachar el-Assad doit partir. Un gouvernement de transition doit être constitué. Août 2013, Bachar el-Assad utilise des armes chimiques contre sa population. Les événements s'accélèrent. Ça ne peut pas rester sans réaction de ceux qui croient à la légalité internationale. Mais le président syrien évite une intervention en remettant son stock d'armes chimiques aux Russes. Américains, Anglais abandonnent alors l'idée de frappes aériennes. La France est restée sur cette analyse de Assad est le mauvais, il faut le punir, mais s'est retrouvée seule face à Assad et n'a donc rien entrepris. En 2014, changement de cap. En Syrie, un autre ennemi gagne du terrain, l'État islamique. Il devient urgent de stopper par tous les moyens Daesh. Ce n'était pas le cas il y a 2 ans. Il y a 2 ans, Daesh était une organisation relativement embryonnaire. Donc l'ennemi principal, c'était effectivement Assad qui réprimait sa population au point de créer ou d'enrichir un terreau extrêmement favorable à l'islamisme radical. On n'en est plus là. Daesh, ennemi numéro 1, la communauté internationale veut éradiquer cet adversaire qui phagocyte les territoires irakiens et syriens et lance une opération aérienne dans les 2 pays. La France, elle, reste sur sa ligne. L'opération Chamal se cantonne à l'Irak. Pas question de frapper en Syrie. Cela pourrait conforter de facto Bachar el-Assad. Nous ne pouvons pas, malgré la présence, c'est vrai, de ce groupe terroriste, Daesh, en Syrie, prêter de quelque manière que ce soit notre action pour le régime du dictateur. Pour Françoise Oqueto, qui a rencontré le président syrien en mars dernier, cette opposition permanente à Bachar el-Assad est une erreur. Notre opposition a facilité le développement de Daesh. Aujourd'hui, il faut lever toute ambiguïté. Il n'y a pas d'autre possibilité que d'une coordination au minimum avec l'armée syrienne et donc avec le régime syrien. Il ne s'agit pas d'un soutien, il s'agit d'assurer notre propre sécurité. Rétablir des relations diplomatiques avec Bachar el-Assad, François Hollande y reste opposé. Mais ces frappes annoncées en Syrie sont une première inflexion de la position française. Alors on poursuit notre débat. On va revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de réactions actuellement sur les réseaux sociaux à propos de ce plan, peut-être d'exfiltration, en tous les cas peut-être une solution, peut-être politique qui se dessine. Mais d'abord, Général Trinquant, on vient de voir ce sujet, 3 ans d'une position ferme, 3 ans d'une position dont certains ont dit intransigeante, et aujourd'hui, peut-être pas une volte-face, mais quand même un retournement. Que disent les militaires que vous rencontrez? Oui, le pragmatisme. Pragmatiquement, si vous voulez, on ne peut pas se battre contre un ennemi comme Daesh avec un bras dans le dos. Daesh a effacé la frontière entre la Syrie et l'Irak. On ne peut pas se permettre de ne frapper que d'un côté de la frontière. Maintenant, je comprends bien la position, qui est une position juridique des diplomates. Nous sommes intervenus en Irak à la demande du gouvernement irakien. En Syrie, nous ne pouvons intervenir qu'à la demande du gouvernement syrien ou s'il y a une résolution que les Russes ont empêchée. Donc juridiquement, on est dans la difficulté. Donc aujourd'hui, on est en train de jouer sur un autre argument juridique, qui est l'autodéfense, puisque des combattants viennent de Syrie pour combattre en France. Donc voilà l'argument juridique qui permet enfin de retirer le bras qu'on avait dans le dos. Alain Richard, au regard de la Charte des Nations Unies, ça tient. Ça tient, Nathalie Goulet, vous êtes d'accord aussi? Je pense aussi, mais pour en revenir une seconde à Poutine, vous savez, s'il lâche ses amis en difficulté, il va perdre la confiance de ses partenaires. Oui. Et donc, c'est très important. Une très grande partie qui se joue, qui va au-delà de peut-être ces deux territoires syriens et irakiens. Oui, mais comme on vient de le dire, il n'y a plus du tout de frontière entre les deux. Il y a une porosité. C'est la fin d'un siècle d'une situation que nous avons établie avec les accords Sykes-Picot au Moyen-Orient, entre Britanniques et Français, où on a tracé des frontières. Et cela fait exactement un siècle. Et aujourd'hui, Daesh a décidé, ce siècle est fini. Et aujourd'hui, je ne suis pas tout à fait d'accord quand on dit que les populations ne suivent pas Daesh. Il y a une partie des populations qui suivent Daesh parce qu'ils pensent qu'ils ont raison. Ils disent il y en a assez de ces lois. Selon vous, non pas parce qu'ils sont terrorisés, mais par conviction. Par conviction, ils en ont assez des lois imposées par les Occidentaux. Et maintenant, nous allons
établir ce que nous croyons juste pour nous. Donc je crois que cet écho a de l'écho au Moyen-Orient, mais a de l'écho ailleurs, d'où les combattants étrangers qui arrivent. Oui, enfin, c'est vrai ce que vous dites, parce qu'il n'y a plus d'État, parce que ce qui s'était voulu être finalement des indépendances nationales qui promettaient voilà, la libération, l'émancipation à ces peuples, tout cela s'est transformé en autoritarisme, en guerre, en destruction des sociétés, aux mains des dictateurs arabes, parce que il faut quand même placer les responsabilités là où elles doivent être placées. Il y a le legs colonial, c'est une chose, mais il y a aussi ces mouvements nationalistes qui se sont transformés en régime prétorien, autoritaire, prédateur. C'est aussi le résultat, ce qu'on voit actuellement, de la socialisation de ces régimes. Et je vais vous donner un exemple très concret. L'avant-garde de Daesh, ce sont des bassistes dont la violence, dont la barbarie, elle vient directement de ce passé bassiste. Parce qu'on ne parle pas de la violence qui a marqué ces pays avant l'effondrement du régime de Saddam Hussein et l'effondrement d'autres régimes dans la région, mais elle n'est pas nouvelle, cette violence. Elle prend une forme aujourd'hui, je dirais paradigmatique, parce qu'il n'y a plus rien, parce que les États se sont effondrés. C'est le chaos, elle se nourrit de ce chaos. C'est le chaos, évidemment. Et puis surtout, il faut quand même bien voir dans ces dynamiques, comme je l'ai dit, dans ces guerres d'hégémonie qui se jouent à l'échelle locale, à l'échelle régionale, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, comme il n'y a plus rien, eh bien, tous ces acteurs tentent de recréer une légitimité, de l'autorité, y compris par l'usage, en fait, si vous voulez, l'usage de moyens totalitaires. Bon, c'était une progression qui était... C'était une progression quand même qui était... On va revenir aux origines puisqu'on va parler, c'est très important vraiment pour qu'on comprenne tous comment Daesh a prospéré. On va revenir à l'intervention irakienne. Vous voulez réagir, Alain Richard? Je suis d'accord à 100% avec ce qu'Alain Amènera. Alors justement, sur l'enchaînement. À l'origine de tout cela. Simplement la conséquence, et ça rejoint un peu une partie de l'échange qu'on a déjà eu, c'est que dans la solution, il faudra combattre Daesh par des moyens militaires avec... et c'était déjà sous-jacent dans le propos de Laurent Fabius et du Premier ministre, avec l'idée qu'on ne détruit pas ce qui reste de l'État syrien. Parce que c'est vrai qu'il y a des compétitions... On peut tenir sur un plateau, mais vous croyez que sur le terrain militaire, je ne suis pas une experte, on peut vraiment le faire? On peut bombarder sans affaiblir le... Ah bah oui, parce que malheureusement, il y a 40% du territoire de la Syrie où, de toute façon, l'armée syrienne n'est plus présente. Et simplement, si on arrive à rétablir une situation de terrain contrôlée, il ne faut surtout pas faire l'erreur qui a été faite en Irak, c'est-à-dire de détruire l'existant. Il faut qu'il reste une structure d'État. Tout à fait. Ne pas renouveler l'erreur irakienne qui a été à l'origine de Daesh, puisque vous avez bien souligné que c'était des bassistes en fait qui se sont retrouvés dans les prisons, qui ont été islamisés. Alors, et qui ont on va rappeler que c'est le parti basse. Oui, le parti du président Saddam. Et donc, qui se sont retrouvés sans pouvoir et qui sont passés dans la clandestinité pour créer Daesh. Donc, ce qu'il faut impérativement aujourd'hui, c'est, s'il faut faire partir le leader, arriver à maintenir la structure qui maintienne un État en Syrie. Mais quelle est la structure? C'est le régime? C'est quoi la structure? Parce que faire partir la tête en gardant l'ossature... C'est une partie des premiers cercles. Le problème, si vous voulez, aujourd'hui, c'est que contrairement à l'Irak, enfin, l'Irak a été très personnifié autour de la figure de Saddam, mais la Syrie, c'est encore plus personnifié. Si vous voulez. Il y a quasi fusion entre l'État et le régime et la personne même d'Assad. Donc, en réalité, il faut que le premier cercle, que des éléments puissent faire dissidence. Et à mon avis, il y a déjà des discussions autour de ça. Sur cela qu'on compte en ce moment? On compte sur le pari. Je vais vous dire, on attend qu'il y ait des généraux, des proches qui... On compte sur le fait qu'Assad accepte de quitter le pouvoir. Mais je vais vous dire une chose. Là où les Russes et les Américains risquent de se casser les dents, parce qu'il ne faut pas non plus croire que tout le monde arrive sur un terrain simple. Le terrain est miné. Il n'est pas à exclure qu'Assad décide de jouer finalement son va-tout et entre dans une logique suicidaire comme Saddam lui-même l'a choisi, parce que quand Saddam a reçu cet ultimatum au printemps 2003 où on lui offrait une sortie, les Émirats arabes unis avaient proposé donc une sortie à Saddam, il a refusé et donc il a effectivement contribué au chaos. Assad est imprévisible, donc si vous voulez, il y a la stratégie des Russes, la stratégie des Américains, la stratégie de tout le monde, mais pour finir, il y a aussi la stratégie sur le terrain des acteurs, et là, tout le monde pourrait éventuellement se casser les dents, parce qu'il n'est pas dit
encore une fois, qu'il accepte. Vous êtes d'accord avec cette analyse, Nathalie Goulet? Ah, mais de toute façon, je partage complètement ce que dit Myriam Bernrad depuis d'ailleurs longtemps. Elle connaît extrêmement bien la région. Mais si vous voulez, on est dans un espèce de Rubik's Cube. Vous voyez, quand Bagdad est tombé dans l'histoire, chaque fois que Bagdad est tombé, la carte de tout le Moyen-Orient a été redessinée. C'est une constante historique. L'histoire se répète et on va avoir forcément... Oui, mais c'est forcément, et on va avoir forcément un nouveau dessin de cette carte du Moyen-Orient qui est comme un espèce de Rubik's Cube, et comme toutes les parties en sont maintenant décapées et ont changé de place, pour que chacun reprenne sa place, ça va quand même prendre un peu de temps, surtout que les gens n'ont pas du tout envie de rester à la même place. Je veux parler notamment des Kurdes qui voudraient quand même tirer leur épingle du jeu du fait que ce soit quand même les premiers aussi sur le terrain à lutter contre Daesh. Général, oui, retracer la carte du Moyen-Orient va prendre certainement un certain temps, mais dans l'immédiat, le problème du départ, enfin de la chute du régime de Bachar al-Assad, les deux points clés là-dedans sont bien sûr l'Iran et la Russie. N'oublions pas que l'armée de Bachar al-Assad est totalement formée par les Russes, soutenue par les Iraniens, et que donc là, il y a des clés pour arriver à déstabiliser une partie du pouvoir et à mettre... C'est la propre des dictatures. Les dictatures, finalement, au bout du compte, sont sanctionnées par le coup de pistolet, puisqu'il n'y a plus de guillotine. C'est comme ça que ça se passe. Mais il y a aussi un certain nombre d'éléments plus informels... les services de renseignement, les mukhabarat, et toute une... Il a fait comme ça de dame, si vous voulez, un ensemble comme de forces paramilitaires un peu secrètes qu'il pourrait tout à fait activer et sur lesquelles lui seul... Qui restent encore, qui sont encore solides aujourd'hui. Écoutez, en Irak, les seuls qui se sont battus pour Saddam Hussein lorsque les Américains ont envahi le pays, c'était les Fedaïn, c'était toutes les forces paramilitaires que le régime avait mises en place dans les années 90 dans l'expectative d'une intervention justement contre le régime. L'armée régulière, elle, n'a pas combattu. Donc, on parle beaucoup de l'armée syrienne, mais au-delà de l'armée syrienne, il y a des forces un peu occultes autour du régime qui peut très bien activer. C'est pour ça que je dis qu'il faut quand même faire attention. Ça marche encore. Il faut faire attention à ce que... Il a encore une carte dans son à mon avis, écoutez, de toute façon, soit il accepte une proposition d'exfiltration, soit il joue son va-tout, soit il est livré à la foule au lynchage. Mais c'est ce qui se joue en ce moment, parce que ça, on l'entend pas beaucoup. C'est ce qui se joue en ce moment. Vous êtes un petit peu tous d'accord? Les Daesh est aux portes de Damas et d'Alep. La pression militaire de Daesh. Donc il faut forcément qu'il utilise ses forces d'abord pour ça. Parce que si Daesh, effectivement, progresse vers le cœur du régime, le sort de Bachar el-Assad, évidemment, est funeste. Alain Richard, est-ce que la France accepterait justement une exfiltration de Bachar al-Assad avec, on va dire, l'ossature du régime qui serait maintenu pour pas que l'État s'effondre complètement, comme en Libye d'ailleurs? Il n'y a plus d'État du tout. Est-ce que c'est la solution qui pourrait être envisagée? D'abord, on ne déciderait pas ça seul. Et ensuite, moi j'ai eu des conversations avec Robert Badinter avec lequel j'avais une tension sur ce sujet quand on a créé la Cour pénale internationale. Et quand j'y réfléchis maintenant, j'entends mieux son argumentaire, qui est de dire, tu sais, ça peut être 20 ans après qu'on le rattrape devant la justice. Donc si à un moment, il y a une solution qui permet de rétablir un début de stabilité, c'est-à-dire d'arrêter la lèpre, et de trouver une issue politique dans laquelle les principaux partenaires se retrouvent, le sort personnel de Bachar el-Assad, naturellement, on voudra qu'il soit poursuivi. Momentanément en second. On peut choisir une autre date. Oui, je pense que le premier calendrier, c'est déjà de retrouver une stabilité politique et éventuellement un gouvernement de transition, une coalition de transition, pour que ce pays ne soit pas encore plus failli qu'il ne l'est déjà. Alors, on a parlé de la France, on a parlé des Iraniens, on a parlé des Turcs, on a parlé des Russes et les Américains. Général Trinquant, quand même, c'est assez incroyable, c'est ce que dit d'ailleurs Myriam Benrad dans ce livre. Je vous le recommande vraiment parce qu'on voit, c'est très important, on voit un petit peu que Daesh, c'est ce que vous dites, est l'enfant barbare d'une histoire qui est faite de rupture, et c'est l'enfant de l'intervention américaine en Irak. Oui, mais tout à fait, c'est ce que nous soulignons tout à l'heure. Ces bassistes qui avaient l'habitude du secret, de la violence, et qui se sont convertis dans l'islamisme extrémiste, qui ont commencé par partir en Syrie, là où était le chaos, puis qui
sont revenus en Irak et qui maintenant ont effacé les frontières et qui passent d'un côté ou de l'autre de la frontière. Donc tout à fait, Alors les Américains se venger, ces sunnites irakiens. Pardon, il ne faut pas oublier qu'en 2003, on les a mis à l'écart, on les a mis à la petite. Il y a des frustrations. Mais à l'époque, alors qu'ils dominaient le pays en minoritaire depuis des siècles. Et souvenons-nous qu'à l'époque, en 2003, il eût été possible de mettre des gens qui faisaient partie du régime irakien, de les faire basculer. La débassification a été une catastrophe, parce qu'elle n'a pas été sélective en fait. Elle a été totalement radicale. Donc tout le régime qui tenait, tout s'est effondré, tous ces gens qui avaient le pouvoir ne l'avaient plus. Donc aujourd'hui, ils se vengent pour reprendre le pouvoir, bien sûr. Mais c'est quand même intéressant parce que de toute façon, chacun est bien d'accord sur le fait d'imputer à l'intervention américaine de 2003 le chaos régional. Bon. Mais c'est aussi quand même, quelque part, l'intérêt d'avoir une concertation et une décision d'intervention sur des bases juridiques qui sont au moins sûres. Même si ça prend du temps, je veux dire, quel est le chaos qui vaut? Est-ce que c'est celui d'une intervention sans les Nations Unies? Vous voyez le résultat. Ou est-ce qu'il faut attendre les Nations Unies? Vous voyez dans quelle alternative la communauté internationale se trouve? En fait, ce sont des nouveaux schémas qu'il faut réinventer, Alain Richard, à la fois d'intervention sur le plan militaire, juridique, peut-être même politique et diplomatique. Comme le répète tout le temps Laurent Fabius, et je ne peux que le suivre, il faut quand même qu'on fasse ça en conformité avec le droit international. Parce qu'il y a déjà suffisamment de facteurs d'instabilité, de perte de repères, de chaque acteur jouant contre tous les autres, s'il n'y a pas un minimum de facteurs qui rappellent que dans le monde international, ce sont les États qui comptent et les autres acteurs, il faut qu'ils s'alignent. Si on se laisse aller à faire vraiment du fait sans respecter le droit, c'est pire. Il faut se raccrocher à ce cadre légal, c'est important. Je voudrais vous poser, en guise de conclusion... C'est les États-Unis qui ont créé les Nations Unies. Qui ont créé les Nations Unies quand même, donc on peut les aider à s'en rappeler. On a parlé de l'aspect militaire, diplomatique, politique, mais l'État islamique, Myriam Benrad, c'est un étrange mélange de groupes terroristes, d'États parallèles et d'entreprises mafieuses qui contrôlent, alors j'ai les chiffres, 15% du PIB irakien, 15% dont des puits pétroliers, des terres agricoles, mais aussi d'immenses réserves de phosphate. Il doit les vendre. Donc, des États doivent les acheter. Pourquoi ne pas tenter de la sécher? D'abord, il y a un chapitre, merci d'avoir mis en avant le livre, c'est très, très gentil de votre part. C'est surtout qu'il est vraiment passionnant. Alors, il y a un chapitre sur la débassification et il y a un chapitre sur, moi, que j'ai intitulé la guerre de sécession, parce que ce qui s'est passé, c'est une guerre de sécession des sunnites qui ont été mises en marge du pouvoir, etc. et qui, après avoir milité pendant des années, tout ça s'est expliqué, pour revenir dans le jeu, ont décidé finalement de faire sécession. Oui, il y a une dynamique économique, financière qui se greffe sur tout ça, qui rend les choses très compliquées sur le terrain. Et par ailleurs, Daesh aussi a muté, parce que c'est plus seulement une entreprise irako-syrienne, c'est aussi maintenant Libye, et puis ils ont un agenda global. Il y a une multinationale. Une multinationale du crime qui rejoint qui a ses puits de pétrole, qui a ses réserves. Le trafic d'êtres humains. Mais grâce, rappelons-le, à l'aide initiale probablement des Wahhabites, et aujourd'hui, ne nous masquons pas les yeux, de la Turquie, parce que les trafics passent par la Turquie. Aussi. Et donc les financements, les Turcs qui préfèrent combattre le PKK que Daesh, il faut choisir son ennemi principal. Et pour nous, aujourd'hui, il n'y a pas de doute, l'ennemi principal, c'est Daesh, et il faut mettre tous les moyens pour combattre ce mal. Assécher ces financements, trafic d'êtres humains, trafic d'œuvres d'art, trafic de pétrole. Est-ce que c'est fait ? C'est en cours parce que ça rejoint absolument tous les réseaux de la grande délinquance. Et vous avez notamment le trafic de drogue, vous avez des cartels de drogue qui travaillent maintenant avec Daesh au plus haut niveau. C'est vraiment, il y a une collusion absolue de la grande délinquance et du terrorisme financier. Merci en tous les cas pour ce débat. J'espère qu'il aura éclairé les téléspectateurs. En tout cas, c'était passionnant. Merci à vous, Myriam Benrad. Je rappelle le livre Irak, la revanche de l'histoire. Merci Alain Richard. Tenez, je vous l'offre. Si vous ne l'avez pas encore lu, Nathalie Goulet et Général Trinquant. Merci aux téléspectateurs. On arrive à la fin de ce journal. Tout de suite, c'est l'émission politique Preuve par 3. L'invité, c'est Pierre Laurent, sénateur et secrétaire national du Parti communiste. Et je vous donne rendez-vous demain, dès 21h30. Notez-le, pour une édition spéciale consacrée au débat au Sénat, cette fois-ci sur l'accueil des réfugiés. Belle et douce soirée en notre compagnie. À demain.